connais pas toutes les VM du monde, mais la JVM est une bête de course. Alors, vous imaginez le truc, il a plus de 25 ans, hyper optimisé, des algorithmes incroyables de performance. Une des forces quand même de la plateforme Java, c'est qu'elle se réinvente. Et là, il y a un truc qui est sorti de Oracle Lab il y a à peu près 5 ans, ça s'appelle Graal VM. L'informatique, vous savez comme moi, et moi le premier, on est un peu des fashion victimes, donc on aime bien les derniers frameworks alpha à la mode. Bienvenue dans Because, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager lors de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien et que vos clients aussi. Bonjour à tous, ici Marvin Gilly, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir avec Silvio Vasconcelos. Bonjour à tous. Antonio Goncalves. Bonjour tout le monde. Alors Antonio, pour nos éditeurs qui ne te connaîtraient pas déjà, pourrais-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Antonio, je suis développeur, j'ai quelques décennies de boulot, je vous dirai pas combien, je vous dirai juste que j'ai quelques cheveux blancs, mais pas tant que ça en fait. Donc je suis développeur depuis... je me suis acheté mon premier ordinateur, j'avais 13 ans, donc presque 40 ans que je tape du code. Et même si je fais un peu d'audit, je fais un peu de conseils, je fais un peu d'architecture, j'écris des livres, je donne des conférences, je fais des podcasts, je fais des choses comme ça. Mon métier, c'est quand même développeur. J'ai commencé avec du C, du C++ comme beaucoup. J'ai fait de l'ADA parce que c'était rigolo, du Prolog parce que voilà. Et puis je fais du Java depuis presque le début, puisque Java c'est 1995. Et moi je découvre Java en 1997-18. Et je suis toujours dedans. Voilà, donc je fais encore du Java. Et donc je vous ai parlé j'écris des livres autour de Java, Java E. J'anime un podcast qui s'appelle Les Cascodeurs, qui est un podcast tech autour de Java, autour de l'écosystème Java, mais un peu large. Je parle à pas mal de conférences. J'organise aussi des conférences, puisque j'avais organisé Vox Microservices, Devox France, que vous connaissez peut-être plus. Et tout ça, ça vient d'une longue histoire du Paris Java User Group. Et que dire d'autre ? Et après 17 ans à être indépendant et à mener ma barque, j'ai rejoint Microsoft depuis très peu de temps, donc depuis quelques mois. Et je travaille sur la partie Java et Azure. Donc on est en plein dans la thématique Java sur le cloud. Voilà. Et je me permets, ce que tu dis Java Cloud, personnellement, je parle à des amis développeurs qui sont pas en Java. À chaque fois que je fais du Java, ils disent « Ah mais t'es pas à la mode en fait, c'est vieux Java. » C'est comme tu dis, à 95, 27 ans. Java et Cloud, en général, ça fait pas bonne... On dit que c'est pas le meilleur. On privilégie d'autres langages pour ça. Qu'est-ce que tu réponds à ça, en fait ? D'ailleurs, aujourd'hui, c'est vrai que quand on veut être à la mode, quand on veut être hype, c'est vrai que le Java, c'est complètement dépassé, quoi. Les gens, ils parlent tous de Go et de Rust. Donc, ouais, Antonio, on a vraiment hâte de savoir ce que tu dis à ça, ce que tu réponds à ça. Déjà, je réponds le premier truc, c'est que vous changez d'amis tout de suite. Si vous avez des amis qui vous disent des trucs comme ça, vous changez d'amis, ok. Et après, vos amis, ils ont un peu raison, mais ils sont surtout tort. Ils ont un peu raison parce que Java, c'est 1995. On est à une époque que certains de vos auditeurs et de vos auditrices ne connaissent peut-être pas, mais on est en monocœur. Vous voyez, on n'a pas des processeurs de malades. On a un cœur, un seul. On est sur la loi de Moore. Et nos cœurs, ils multithread. Alors ils le font bien, mais ça coûte cher. Mais voilà, on est de monocœur multithread, et donc on est dans le langage Java de 1995, où on a un gros cœur et plein de threads. Et le langage va se créer là-dessus. Rapidement, Java devient un langage un peu mainstream. Et début des années 2000, fin 90, mais on va dire 2000, on se dit, ce langage est prometteur, mais il nous faut un truc pour les grosses boîtes, pour les gros projets, un truc un peu costaud et robuste. Donc on crée, à côté de Java, on crée la Java EE, Enterprise Edition. C'est-à-dire que Java, c'est des API,
un langage et des API. Et au-dessus, on va mettre une surcouche entreprise, Java EE, et on dit, c'est un runtime qui vous permet de faire des trucs d'entreprise. Accéder à une base de données, accéder à un LDAP, envoyer des messages asynchrones, faire du web, etc., etc. Faire du transactionnel, faire du transactionnel distribué, puisque une des premières versions de JTA fait déjà du commit à 2 phases. Donc on est là-dedans, vous voyez, on est le commit à 2 phases. Je ne sais pas si vous imaginez, mais on est dans mon data center à moi, on est dans ma base de données à moi, avec mon réseau à moi, mon MOM à moi. Et on dit, lorsque je commit, je fais un commit à 2 phases. Donc il y a un insert qui est fait en base. Lorsque le commit en base est fait, j'envoie un message dans une file d'attente. Si le message part pas, je fais un rollback. Et si le message part, je commit et les deux partent. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans ces paradigmes-là. Donc, Java Enterprise, c'est pour du monocœur et multithread. C'est-à-dire que moi, quand je démarre en 98-99, je bossais pour BEA à l'époque, qui faisait WebLogic. Donc WebLogic, avant le rachat par Oracle, c'était par une boîte qui s'appelait BEA. Moi, je bossais pour eux. Et on est sur du monocœur multithread. C'est-à-dire que votre serveur d'appli, vous le tunez un peu comme votre bagnole, quoi. C'est aux petits oignons. Vous lui donnez 27 threads, vous lui donnez un thread d'IO, 4 workers, machin, vous monitorez tout ça, vous optimisez tout ça aux petits oignons. Et c'est des gros machins pour des grosses applis. Donc on arrive le lundi matin, on fait start. Start, la JVM, elle se lance sur un monocœur, un multithread, donc elle met quelques secondes. Là, le serveur d'appli démarre. Alors lui, il prend son temps. Et puis au bout de quelques minutes, tout le monde est chaud patate. On démarre l'application, donc votre code à vous. Et là, le serveur d'appli, il jette un œil à votre code, il dit tiens, là, il faut introspecter, tiens, là, il faut faire des trucs et des machins et des bidules. Et au bout de 4 minutes 26, vous répondez à votre première requête HTTP. C'est précis, ça, 4 minutes 26, c'est dans la spec ou... Ouais, parce qu'on l'avait optimisé, ça faisait 5 minutes 17 avant. Et donc, vous voyez que on est dans ces paradigmes-là. Début des années 2000, c'est ce qu'on fait. C'est ce que beaucoup de clients font encore. Un serveur d'appli, c'est un peu comme un monolithe. Il faut voir ça comme un gros machin. On fait beaucoup d'applications stateful, puisque votre serveur d'appli vous aide. Donc on met l'état dans les sessions HTTP, on en met partout. Donc c'est des applications stateful qui tournent dans des gros serveurs d'appli sur une grosse JVM. Tout ça met un temps dingue à démarrer. Mais après, c'est pas grave, attention, on n'est pas en train de dire que Java, ça fonctionne pas, loin de là. C'est-à-dire que Java, avec tous ces paradigmes-là, il y a un truc que la JVM fait bien, et il le fait encore bien aujourd'hui, c'est-à-dire que vous démarrez votre serveur le lundi matin, le démarrage est un peu long, et puis au bout de quelques minutes, au bout de quelques heures, la JVM va tourner, et au runtime, elle va optimiser des choses. Elle a plein d'algorithmes de malades pour optimiser votre code. Donc Java EE, c'est fait pour le throughput. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde est chaud patate. Votre code est super optimisé. Le bytecode a été enhancé, copié-collé. La JVM a fait des trucs de ouf pour vous donner du throughput. Et ça marche. Et ça marche encore. Et ça marchait déjà. Donc Java EE, c'est des choses qui vont... mais rapidement, début des années 2000, vont pouvoir faire des millions de requêtes à la seconde, quoi. C'est des choses qui marchent bien. Et le cloud est arrivé par là. C'est-à-dire que Java, c'est aussi né dans un monde où le disque dur était pas cher, la mémoire était pas chère, les serveurs étaient pas chers. Donc quand on développait un projet Java, les développeurs, la prod allait voir les développeurs, le chef de projet, et vous disait mais alors votre appli là, elle aura besoin de quoi? Et la réponse c'était du maximum de plus de trucs possible. Donc on achetait des super serveurs avec des mégaoctets de RAM, des gigatéras de machin, parce que ça coûtait pas cher. Donc on est dans des paradigmes où on a des très gros serveurs
qui coûtent pas cher, avec des grosses JVM qui mettent du temps, on va démarrer, des gros serveurs d'appli qui mettent du temps, on va démarrer, votre appli qui est développée avec du Spring, du Java E, qui met un temps dingue parce qu'il y a des proxys, des machins, des bidules, mais une fois que c'est démarré, tout ça se met en branle, ça se super optimise et rapidement, vous avez une bête de course. Aujourd'hui, le problème du cloud, c'est que le disque dur coûte cher, la mémoire coûte cher, le serveur coûte super cher. Donc vous imaginez bien qu'avoir des paradigmes comme ça aujourd'hui, ça coûte très très cher. Si vous prenez la bonne vieille recette Java E et vous la mettez sur le cloud, et on a énormément de clients qui le font, ça coûte vachement plus cher qu'avant, où vous pouviez avoir un serveur pas cher avec beaucoup de RAM pas cher et de la CPU pas cher. Donc c'est là où on s'est fait un peu doubler par d'autres langages qui n'avaient pas la même histoire, pas la même problématique et pas les mêmes performances. Donc on parlait de Rust, de Go et de choses comme ça, même Node. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, Cloud et Java, ça faisait pas bon ménage. Parce que si vous déployez une appli Java sur le cloud et qu'à la première requête, vous êtes déjà à $200,000 parce que vous avez payé votre cloud en un maximum de RAM, un maximum de CPU. Donc c'était assez mal barré. Donc c'est vrai qu'il y a 5 ans, enfin 5 ans peut-être pas, mais ouais, 7, 8 ans, je sais pas, Java et cloud, c'était antinomique. Donc là, tes potes t'ont donné un bon conseil. Là, on est en 2022, il faut clairement changer de pote. Mais du coup, alors, tu dis que les choses ont changé, mais en quoi elles ont changé aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Silvio devrait changer de pote? Alors, il s'est passé des tas de choses. Alors déjà, hein, ce qui ne s'est jamais arrêté, c'est la suroptimisation de la JVM. Je connais pas tous les langages de la planète Terre, hein, tous les langages interprétés, parce que Java, c'est un peu un langage interprété, qui interprète du bytecode, hein, mais donc je connais pas toutes les VM du monde, mais la JVM est une bête de course. Enfin, vous imaginez le truc, il a plus de 25 ans, hyper optimisé, des algorithmes incroyables de performance. Donc déjà, il y a Java surfe sur cette histoire de la JVM qui est une bête de course. Enfin, moi, j'ai commencé Java, il y avait 1001 benchmarks sur C++ versus Java. Je n'ai pas suivi l'histoire de ces benchmarks-là, mais je pourrais y passer un petit peu de temps, si vous le voulez, mais je pense que la messe est dite. C'est-à-dire que les cas où le C++ est plus rapide que Java, ça doit être hyper à la marge sur des cas hyper contraints, genre IoT ou des choses... Voilà. Je ne m'avancerai pas parce que j'ai pas regardé ça depuis longtemps, mais moi je viens d'une histoire où le moindre benchmark C++ Java se terminait avec and the winner is C++. C'est terminé, ça c'est terminé depuis belle lurette. Pourquoi? Parce que la JVM va faire des tas de choses. Au runtime, donc l'inconvénient d'avoir un langage interprété comme Java, puisqu'on interprète du bytecode quand même, hein. C'est pas compilé en binaire. On compile du bytecode et le bytecode est interprété. L'avantage au bout de 25 ans, c'est que la JVM est super optimisée, c'est-à-dire qu'elle va se rendre compte de patterns, et elle va se rendre compte que vous êtes, à chaque fois que vous passez dans votre méthode A, dans 100% des cas, vous appelez votre méthode B. Bon, lui, à un moment donné, la JVM, elle va dire, je prends le code de la méthode B, et je fais un copier-coller, je le mets à l'intérieur de A. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec une méthode A qui est un cumul de A plus B. Donc vous n'avez plus de jump à faire, c'est super optimisé. Voilà, donc la JVM fait ça au runtime. Mais voilà, il faut toujours de la chauffe. C'est-à-dire que il faut que la JVM comprenne, il faut que la JVM tourne, et puis au bout de X millions de cycles de CPU, la JVM va dire, mais attends, la méthode B est toujours appelée par le A, quoi. Donc hop, copier-coller. Et puis, donc il y a ça. C'est-à-dire que même si vous faites du Java de base, avec des frameworks de base, votre programme est hyper optimisé au bout de quelques instants grâce à tous ces mécanismes de runtime. Le runtime, c'est très très bien lorsqu'on a des choses qui tournent.
C'est-à-dire que pour que ça soit super optimisé, il faut que la JVM tourne quand même. Donc elle tourne 1 minute, 2, 1 heure, 4 jours, voilà. Il faut qu'elle comprenne. Bon, dans le cloud, maintenant on fait un peu de serverless, on fait du scale to zero, on fait du scale from zero, c'est-à-dire que on a plein de cas où on aimerait avoir du code. Lorsque ce code n'est pas utilisé, eh ben on arrête tout. Et quand il est utilisé, on recommence. Bon, c'est vrai que là, dans ces cas-là, c'est pas génial parce que on va démarrer le process, donc on va démarrer une JVM, on va démarrer le code. La JVM, au bout de quelques minutes, quelques heures, commence à peine à savoir comment elle pourrait s'optimiser. Et là, bim, scale to zero, le truc qui est plus utilisé, bon bah on le supprime, il n'y a plus de process, etc., etc. Il y a des mécaniques de journaux, il y a des... Bref, je viendrai pas là-dessus, mais vous voyez que le runtime, c'est bien, l'optimisation au runtime, c'est bien, mais quand ça run, en fait. Et dans le monde du serverless ou scale to zero, from to zero, ben, on a besoin de choses qui démarrent vite, en fait. Qui démarrent vite et qui soient optimisées là, tout de suite, maintenant. D'où les Go, d'où les Rust et d'où les autres langages. Mais sans forcément rentrer dans le function as a service, comme tu disais, juste avec des problématiques de serverless, avec des bonnes vieilles applications Java, on aurait besoin qu'elles se lancent rapidement dans les conteneurs, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Et c'est là où Java, qui se réinvente depuis 25 ans quand même, hein, parce que tes potes, en fait, ils font que répéter ce que les mecs du C disaient il y a 20 ans, les mecs, tu vois, du Node disaient il y a 10 ans. Et une des forces quand même de la plateforme Java, c'est qu'elle se réinvente. Et là, il y a un truc qui est sorti de Oracle Lab il y a à peu près 5 ans. Alors c'est un peu plus vieux, mais on va dire que pour nous, c'est sorti il y a 5 ans. Ça s'appelle Graal VM. Alors, ce n'est pas encore le Saint Graal, mais c'est un début de Graal. C'est-à-dire que j'ai du code Java, je le compile en bytecode, et le bytecode est interprété par une JVM. C'est comme ça que ça marche depuis 25 ans. Graal VM a dit ouais, mais si on prenait le code Java et qu'on le compilait en binaire, un peu comme du C ou du C++, quoi. Gros avantage, on n'a plus besoin de JVM. Donc déjà, le moment que vous perdez à démarrer une JVM vide, bah, vous l'avez plus. Ça démarre donc très très vite. Par contre, vous oubliez l'optimisation du runtime, c'est-à-dire que c'est fait pour démarrer vite et mourir vite. Graal VM est en train d'imaginer l'avenir, hein. Donc il y aura des mécaniques, j'essaie de faire simple, mais il y aura des mécaniques où on pourra faire tourner un programme dans une JVM, le faire tourner, enregistrer pendant des heures et des heures ce qui s'est passé, les optimisations de la JVM, écrire tout ça dans un journal et compiler avec Graal VM en utilisant cette connaissance-là. C'est-à-dire qu'au lieu de dire tu compiles mon programme en binaire, on va dire tu compiles mon programme en binaire en te basant sur cette base de connaissances-là, c'est-à-dire que la JVM a dit qu'il fallait faire de l'alignment de la méthode B vers la méthode A. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît ? Bon, bref, on laisse ça de côté, ils sont en train de bosser là-dessus, mais aujourd'hui, Graal VM, c'est je prends du Java, je ne le compile pas en bytecode, je le compile en binaire. Je n'ai plus besoin d'avoir une JVM qui tourne. Startup. Bon, après, l'inconvénient, ils se sont dit, ouais, ça c'est super, mais le moins de programmes Java tire des milliers de librairies, des centaines de millions d'API. Donc, votre binaire, il fait tout de suite 400 mégas. Donc, il démarre vite, mais il consomme énormément de ressources. Le cloud, moins on consomme de ressources et moins c'est cher. Donc, Graal VM vient avec des algorithmes de tree checking, c'est-à-dire que imaginez votre application Java, vous laissez Maven ou Gradle tirer des librairies à profusion qui, elles, tirent même des machins. Donc, vous vous retrouvez avec un jar de 500 MB. Graal VM va faire du tree checking, c'est-à-dire que en partant de votre code à vous, de votre application à vous, va parcourir l'arbre des dépendances que vous utilisez, va garder ce code-là, va supprimer tout le reste
et va le compiler en binaire. C'est-à-dire que votre application Java qui aujourd'hui fait 500 MB et qui tourne sur une JVM va faire 80 mégas et va être compilé en binaire. Mais ça a l'air bien, mais la compilation, elle prend pas énormément de temps, du coup? Parce que tu me dis qu'on fait du tree-checking, du coup, faut le temps de récupérer, de dire, ces dépendants-là, j'en ai besoin ou pas. Donc, Ouais. j'imagine que ça prend plus de temps. Ouais, pour le TDD, c'est pas pratique quand même. Hein. Non, là, faut pas faire du TDD avec GraalVM, non. Ouais, c'est clair que... mais vous savez, moi je viens du monde Java qui était, comme je vous disais, hyper optimisé. Et donc, on compile super vite, on teste super vite, on fait tout super vite. Et il y a 5-6 ans, j'ai pas mal traîné dans le monde Node que je découvrais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bousin? Enfin, punaise, c'est super long, quoi, de compiler le moindre truc avec Node. Et parce que Node, moi je faisais de l'Angular, c'est ça. Enfin, c'est que il y a tous les algorithmes de parcours de graphes, de tree checking qui sont hyper coûteux. Donc Java, ça a beau être super optimisé, ça fait pas de miracle. GraalVM, une compilation GraalVM est excessivement longue. Donc c'est pas le truc qu'on fait tous les jours sur son poste. En plus, ça consomme énormément de CPU. Le tree checking, il fait ce qu'il peut, mais parfois il vous supprime du code alors que ça devrait pas. Donc vous avez des programmes qui compilent mais qui ne tournent plus. Tout ça, ça se paramètre, donc le paramétrage est long. C'est-à-dire que GraalVM, c'est pas encore le Saint Graal. Aujourd'hui, je doute, amis auditrices et auditeurs, si tu m'entends, prends ton code, compile-le avec GraalVM, et si ça marche, tu m'envoies un tweet, parce que normalement, ça marche pas tout de suite. Hein. C'est très très long, il faut configurer GraalVM, il faut lui dire non, là tu as supprimé du code, là non, il faut pas, machin bidule. Bon. Dans un monde idéal, vous arrivez à compiler votre jar de 500 MB avec GraalVM, vous arrivez à un binaire de 80 MB, et dedans il y a quoi? Il y a votre code qui est compilé en binaire, il y a les dépendances utilisées par votre code qui sont compilées en binaire, et surtout, il y a les bouts de JVM dont vous avez besoin, qui est compilé en binaire. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec un binaire qui est totalement autonome, vous n'avez plus besoin de JVM, ça démarre extrêmement vite, c'est fait pour. Le tree checking a fait que ça consommera vachement moins de RAM en fait, et donc là c'est parfait pour le cloud et le serverless et le scale to zero et le from to zero, etc. Donc là vous vous retrouvez avec votre langage que vous maîtrisez depuis plus de 20 ans, qui peut tourner dans une JVM qui ronronne du 1er janvier au 31 décembre, ça sait faire. Et vous pouvez même, dans certains cas, le compiler en binaire avec GraalVM et déposer ça sur le cloud comme un vulgaire binaire Linux. Donc, du coup, ce qui pose problème, c'est que l'algo de tree checking aujourd'hui, il a tendance à tree checker trop fort, c'est ça? Ouais, parce que avec Java et d'autres langages, on peut faire des tas de trucs, on peut faire de l'introspection, on peut faire de la réflexion, et il y a des tas de moments où GraalVM est un peu perdu. Pareil, on a des constructeurs par défaut, donc GraalVM va dire ce constructeur il sert à rien, je le vire. Cette ligne, là, je comprends pas ce qu'elle fait, je la vire. Et puis on se dit ouais, mais pas cool parce que c'était le constructeur par défaut, tu l'as viré, maintenant je peux plus construire mon objet. Et puis là, les lignes de code, pas de bol, c'était de l'introspection, quoi. C'était de la réflexion. J'ai créé un objet en mémoire dynamiquement, des choses comme ça. Sachant qu'en plus, le monde Java, historiquement, est vachement basé sur de la tas de magie. J'ai une annotation derrière. Ça te crée un proxy, ça fait du bytecode enhancement, ça fait des tas de choses. Donc on vient un monde de la magie, je parle de Java mais Spring, où une annotation, il se passe des tas de trucs, à un monde où GraalVM va dire ça, j'ai pas compris, je supprime. Et toi tu dis attends, c'est un truc hyper magique. Pas de bol, ça fonctionne plus. Mais du coup, tu parles de Spring avec des annotations magiques, qui fait tout avec des proxys et tout. Et GraalVM qui va dire tout ça je te le supprime parce que je comprends pas. Mais est-ce que on peut utiliser GraalVM avec Spring par exemple? Est-ce que si je développe avec le framework Spring, tu vois, par exemple je fais un Spring Boot, je me dis vas-y je veux faire un binaire pour que ça aille plus vite.
du coup, toutes les annotations que Spring fournit, est-ce que ça va marcher? Alors là, ça va dépendre de l'âge du capitaine. Non. La réponse est non. Out of the box, il y a très peu, tu prends une pauvre appli Java un peu... voilà, qui fait un peu de l'introspection, qui tire des librairies, machin, ça marche déjà plus. Tu prends Java E, tu vois, ton jar fait avec Wildfly, machin, rapidement, ça marche plus. Tu prends une application Spring Boot un peu balèze, rapidement, ça marche plus. Donc, il y a du boulot à faire côté Graal VM pour que les tree shaking soient... Alors déjà, il y a eu une annonce la semaine dernière. Ils ont pas mal optimisé leur algorithme et ils disaient qu'il y a des cas, le tree shaking, le temps du tree shaking est divisé par 4. Donc côté Graal VM, il faut encore qu'ils bossent, pas supprimer tout n'importe quoi. Mais s'ils suppriment pas assez, tu vas te retrouver avec un binaire qui va faire 400 megs, donc c'est pas génial non plus, tu vois, c'est trouver un peu le trade-off. Et donc il y a du boulot à faire de ce côté-là, et il y a du boulot à faire côté framework. Je n'ai rien vu côté Java E. Je pense pas que Java E, dans sa roadmap, il y a rapidement, il faudra que je sois 100% compilable avec Graal VM sans effort. J'ai pas vu ça. Spring, ça s'appelle Spring Native. Bon, ils sont en 0.11, donc il reste encore un peu de taf. Et puis, il y a des frameworks qui ont été pensés et développés pour ça. Je pense surtout à Micronaut et Quarkus. Pareil, on peut pas refaire l'histoire. Spring, c'est 2004 à peu près, un peu avant, 2002 ou 2003. Lorsqu'ils ont fait Spring, les gars, ils imaginaient pas ça. Donc le Spring aujourd'hui, qui est en version je sais plus trop quoi, Spring Boot en version je sais plus trop quoi, ça n'a pas du tout été pensé pour ça. Les gars, ils se retrouvent avec Graal VM qui est plutôt pas mal dans certains cas, et qui se disent tiens, ça serait bien de faire pareil. Bien sûr, ça marche pas. Donc ils font Spring Native et Red Hat, ils ont fait ça il y a plus de 3 ans. Red Hat, ils ont leur JBoss et leur Wildfly. Ils ont rapidement vu que ça marcherait pas avec Graal VM, ça sert à rien. Puis même les paradigmes sont vraiment différents. Enfin, Java E et Spring, c'est basé sur du proxy, c'est basé sur du runtime. C'est-à-dire que vous démarrez une application Spring, vous avez vu à quel point c'est long. Pourquoi ? Parce que le framework va dire là j'ai une classe, j'ai une annotation, hop, il faut que je génère du code, attends, je vais te faire un proxy, il m'injecte un bidule, attends. Donc lorsque vous démarrez une application Spring, c'est super long, vous voyez des milliers de lignes de logs passer. Pourquoi ? Parce que Spring bosse. Donc c'est des paradigmes runtime, je démarre. Et le truc il chauffe, il introspecte, il fait des tas de bidules et au bout d'une minute 24, il dit ça et je suis prêt. Ce sont des paradigmes différents pour Quarkus et Micronaut. C'est-à-dire que Red Hat s'est pas dit je vais essayer de prendre JBoss et je vais essayer de faire du build time. Non, ils ont dit ce sont des paradigmes différents. On laisse JBoss d'un côté et on va créer un autre truc from scratch, ça s'appellera Quarkus. Et Quarkus, il résout du coup le problème que tu évoquais d'incompatibilité entre Spring et GraalVM par exemple ? Ouais, alors il fait pas de miracle, mais déjà ces frameworks-là, je vous parle de Quarkus et de Micronaut. J'ai perdu un peu l'histoire d'Elidon. Je me demande s'ils font pas partie de la même bande. Mais je parlerai de Micronaut et Quarkus. Ce sont des frameworks qui vont faire du build time. Je vous expliquais, vous développez votre code métier, vous le donnez à Java E, vous le donnez à Spring, vous démarrez votre programme et vous voyez des milliers de logs qui défilent. Parce qu'au runtime, ces frameworks vont agir sur votre code. Quarkus et Micronaut, c'est au build time, c'est-à-dire que vous compilez votre code et c'est à la compilation, lorsque vous faites votre Maven compile, que Quarkus va faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que oui, vous avez une annotation. Bon, dès que vous avez une annotation, vous avez de la magie derrière. Spring, Java E, la magie est faite au runtime. Quarkus, Micronaut, la magie est faite à la compilation. C'est-à-dire que la magie, elle va se retrouver à l'intérieur de votre jar. Ce qui n'est pas le cas avec un Spring ou un Java E.
Donc ce sont des frameworks build time et pas runtime, et fait pour GraalVM. Donc si vous restez dans Quarkus, le cœur de Quarkus et les extensions Quarkus, ça va être super optimisé au build et ça va être super optimisé avec GraalVM. L'inconvénient, c'est qu'il y a un moment donné, vous avez besoin de votre couteau suisse maison, vous avez votre framework maison qui a été développé il y a 12 ans, et vous dites à Maven, tire-moi la dépendance de mon framework maison. Bon, bah, la magie s'arrête là. C'est-à-dire que vous faites un Maven compile, et Quarkus, il va optimiser ce qu'il peut au build, mais après, il va faire du runtime. C'est-à-dire que votre framework maison, vous allez démarrer Quarkus, qui aura hyper optimisé au build tout ce qu'il pourra faire, mais il y a un moment donné, il va vous cracher des logs au runtime parce que votre framework maison, il a besoin de se mettre en branle, de calculer des proxys, du truc et du machin. C'est-à-dire que la magie va s'arrêter tant que vous êtes dans le monde merveilleux du build time. Bah, tout votre code va être compilé au build, donc le démarrage va être hyper rapide. Mais si vous quittez ce monde merveilleux-là, bah on revient dans le monde d'avant, le monde du runtime. C'est la force de Quarkus. Quarkus ne vous dit pas si ton framework qui fait pas de build time circuler. Non, il te dit moi au build time je fais ce que je peux et puis après je te laisse la main. Et dans ce je fais ce que je peux, c'est je t'assure que les extensions et le cœur de Quarkus est compilable avec GraalVM. Par contre, ton framework maison, désolé, mais circulez. Alors là, je crois que tu viens d'introduire un concept qu'on n'avait pas évoqué jusque-là. Tu me parles d'extension Quarkus. Ouais, extension Quarkus, c'est le terme qu'ils ont trouvé pour dire ceci est une dépendance Java. Donc vous donnez à votre Maven ou Gradle une dépendance Java et puis lui il va sur le repo, il l'attire et puis voilà, il met ça dans votre war ou votre jar et puis zou. Ça fonctionne ça avec Quarkus. Quarkus, vous pouvez mettre n'importe quel jar que vous trouvez sur Maven repo. Donc ça fonctionne. Et puis ils ont créé un paradigme différent qui est une extension. Et une extension, c'est ni plus ni moins ça. C'est je prends un framework externe et je lui mets un peu de code autour et des métadonnées autour pour dire à Quarkus, tiens, tu sais que ça, tu peux l'optimiser et l'optimiser au build. Typiquement, vous avez votre framework maison, c'est une dépendance. Quarkus prend cette dépendance et ça marchera très très bien. Il l'optimisera pas, mais ça marchera, voilà, cool. Puis il y a quand même un moment où vous vous dites, punaise, c'est quand même dommage parce que tout est super optimisé et notre framework maison, c'est lui qui nous pourrit les perfs. Bah là, vous pouvez vous retrousser les manches et faire en sorte que votre framework maison devienne une extension. Donc vous allez enrober votre framework maison dans des métadonnées et dans du code qui vont dire à Quarkus, mais tu sais, ça, en fait, tu peux l'optimiser au build, et si tu fais gaffe à ça, tu peux même le compiler avec GraalVM. Donc la différence entre une dépendance tiers et une extension, c'est que il y a du boulot pour dire, enfin, vous voyez, Log4j, voilà, Log4j, c'est là, quoi. Bah, il y a une extension, c'est-à-dire que Quarkus, l'équipe Quarkus, a ouvert un peu le capot de Log4j, se sont dit tiens en fait cette classe-là, si on la traite comme ci et si celle-là on la compile, alors on pourrait donc optimiser. Voyez la différence dépendance et une extension. Une extension c'est juste une dépendance qui est optimisée pour Quarkus. Et j'ai un peu feuilleté Quarkus et tout ça. Et tu parles de. T'as lu mes livres ? Pas encore. Ah, j'attends qu'on me l'offre. Non, c'est noté. Tu l'auras bientôt, Silvio. Non, mais en fait, j'ai regardé vite fait Quarkus, j'ai un peu joué avec, et tu parles de framework maison, mais j'ai l'impression quand même qu'il y ait des besoins vachement spécifiques pour avoir besoin d'un framework maison. Parce qu'on a quand même énormément d'extensions Quarkus, je crois qu'on est à plus de 100, et on peut faire un peu tout ce qu'on veut déjà avec ce que Quarkus nous fournit, quoi.
Toi et tes potes, là, vous développez depuis combien d'années? Ah, moi, je suis un jeune encore. Bon, Hein. bah voilà. Écoute, moi, en 2002, je bossais pour une grosse banque dont je tairai le nom. Et pendant 2 ans, on a développé un framework de persistance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, il y a plein de choses qui sont faites. Quand j'ai commencé en 2002, l'open source, c'est quand même un truc de beatnik. Hein. Tu vois, les mecs qui fument de la drogue et tout. Enfin, tu vois, c'est pas comme aujourd'hui, l'open source. Hein. Donc en 2002, il n'y avait pas grand-chose. C'était pas pris au sérieux par beaucoup de boîtes. Et il fallait se développer soi-même des tas de machins. Et après, il y a les boîtes qui, au bout de 5 ans, 10 ans, elles ont dit, bon, c'est quand même dommage de maintenir notre code à nous alors qu'il y a un machin qui s'appelle Hibernate. Et des exemples comme ça, t'en as plein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as du legacy, il y a énormément de projets. Enfin, moi, je vois, j'ai plein de clients, ils ont du legacy quand même. Et c'est compliqué de dire, votre framework là, qui est utilisé par des centaines de projets chez vous, bah, vous allez le mettre à la poubelle et vous utilisez Hibernate. Je te donne Hibernate, c'est un exemple comme un autre. Donc, il y a plein de frameworks maison qui faisaient des choses qui n'existaient pas en fait avant. Hein. Enfin, moi, lorsque j'ai créé un framework de persistance, Hibernate est arrivé en 2003 ou 2004. Hein, et il y avait déjà des tas de choses, mais ce n'était pas open source, c'était payant. Voilà, c'était pas des frameworks de persistance il y a 20 ans, il y en avait 5. Hein, tu vois, c'était pas, et puis c'était payant. Voilà, donc les frameworks maison, ils existent soit parce que historiquement, ils palliaient un problème qui n'était pas résolu il y a 20 ans par des projets open source, soit parce que tu as un taf de malade, tu vois, et tu es vraiment niche sur un truc hyper métier, une brique hyper métier, hyper technique, et ça, en open source, tu l'auras jamais. Donc, voilà. Et là, tu peux te dire, bah, puisque mon framework maison, mon framework technique, il est là pour rester, je peux en faire une extension et l'optimiser pour Quarkus si j'ai décidé de prendre Quarkus comme ma plateforme runtime. Donc aujourd'hui, c'est relativement simple de transformer du code qui nous appartient en extension Quarkus pour pouvoir du coup être un peu plus cloud native. Je dirais pas simple parce que si ton framework justement il fait des tas de trucs de ouf, de l'introspection, de la réflexion, du bytecode enhancement, des tas de trucs de malade, tu vas y passer un petit peu de temps. Mais c'est sûr que si c'est tes classes utilitaires, tu vois, si t'as une pauvre, si t'as 10 classes qui font poète plus un petit truc, là ça va être facile, ouais. Ça va être facile de faire une extension à partir de ton code à toi. Bon, alors du coup, avec Quarkus, on a un super framework qui fait qui fait des optimes à la compilation, qui va permettre d'être déployé plus facilement sur du GraalVM. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un peu de spec quand même autour de ça, ou les gars se sont tapés un délire en se disant on fait des optimes, vous prenez pas, tant pis on fait ce qu'on veut? C'est marrant l'histoire des spécifications parce que moi j'ai beaucoup bossé sur les spécifications Java E6, Java E7, Java E8, JB 3.1, JPA2, CDI. Donc vous verrez mon nom sur des tas de spécifications autour de Java E qui avant était porté par le JCP, maintenant c'est Apache. Eclipse, quelle honte. C'est marrant parce que il y a 20 ans, moi, lorsque je faisais des specs, on me disait les specs c'est nul, c'est tout pourri, c'est un truc de vieux. Et pourtant, j'avais pas encore des cheveux blancs. Donc les spécifications, il y avait un petit souci, c'est que pour créer une spec, c'est long. Et on sait tous que la dictature, c'est vachement plus rapide qu'une démocratie. Hein. Enfin, on a beau tous être démocrate, en dictature, tu vas quand même vachement plus vite. Donc, on avait Spring qui allait vachement plus vite, puisque Spring, c'est un peu la dictature du framework Java. Ils font leur truc à eux. Et nous, on faisait la démocratie des frameworks Java. Donc, on avait toujours 3 années de retard, à peu près 3-4 ans de retard. Donc, on avait beau dire, bah, la démocratie, c'est sympa, regardez, c'est vrai qu'on est un peu à la bourre, on est moins pertinent, ça va moins vite. Votre besoin, là, vous nous l'exprimez, ok, mais on l'implémentera dans 4 ans. Et on nous disait, mais une démocratie, en fait, c'est tout pourri. Et on avait tendance un peu à cracher sur les spécifications Java E. Et puis,
sachant qu'on venait d'un monde que les moins de 20 ans peuvent pas connaître. Hein. C'est-à-dire que avant qu'il y ait un langage Java, avant que Java soit même open source, hein, avant que les spécifications soient open source, on a l'impression que le monde était truffé de licornes dès la première ligne de code. Non, le monde était propriétaire. On faisait de l'IBM, on faisait du Microsoft, on faisait du Microsoft. Java EE arrive, open source, pas tout de suite, hein. Les spécifications open, pour le coup, assez rapidement. Et là, on commence à dire, bah non, en fait, c'est tout pourri, les spécifications, le monde de la dictature va quand même vachement plus vite. Et aujourd'hui, le monde du cloud, c'est encore un peu le monde de la dictature, même si CNCF essaye de spécifier 2-3 trucs. C'est un monde en pleine ébullition qui va très très vite. Donc Quarkus, c'est une dictature à la Spring. Ça va super vite. Ils font une release par mois. C'est super pertinent. Après, ils ont quand même une petite couche de démocratie qui est sortie de Java E, s'appelle Microprofil. Donc Microprofil, c'est des spécifications qui sont dans Eclipse et qui vont spécifier quelques API spéciales cloud, en fait, dans le monde Java. Mais comme on s'est fait au monde de la dictature, enfin, vous voyez, Quarkus implémente pas tout l'aspect microprofil. Ils font énormément de trucs à eux. Ils vont très très vite. Parfois, ils backportent sur l'aspect, mais parfois non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu la jungle. Et vous voyez, Java E, il y a 20 ans, le message de Java E, c'était « Vous faites du code métier. Vous respectez la spec et votre code est portable à 100% à travers les serveurs d'application de la planète Terre. » Bon, en fait, c'était pas vrai, puisque chaque serveur d'appli faisait ses trucs, donc rapidement, on utilisait des API propriétaires, etc. Aujourd'hui, le monde du cloud, on vous dit, vous vous concentrez sur votre code métier, vous le containerisez, et vous mettez ça dans un Kubernetes, et ça sera portable à travers la planète Terre des clouds. Bon, on nous a encore menti. Donc, alors je ne vais pas utiliser le Graal, mais vous voyez, cette idée qui nous hante depuis des décennies, qui est le développeur se concentre sur du code métier et après, il y a une tambouille technique autour qui est portable à travers la planète Terre et peut-être un jour sur Mars. On continue à croire à ce message et au bout de 5 ans, c'est toujours un mensonge parce que aujourd'hui, bien sûr que vous pouvez containeriser votre code et le déplacer sur un AWS, un Azure ou un JCP ou votre instance à vous Cube, mais rapidement, on commence à utiliser des spécificités qui sortent de la spécification. Et puis AWS, Azure et les autres vont vous dire « Alors ça, c'est spécifique à nous, mais vous inquiétez pas, ça va revenir dans la spécification. » Bon, l'histoire montre que parfois oui, mais parfois non. Donc voilà, on est toujours entre la démocratie c'est bien, mais la dictature ça va plus vite, puis la dictature, ouais, mais être si le dictateur il est pas gentil, c'est pas sympa, donc on cherche un dictateur géant, un dictateur sympa en fait, qui soit pas. Donc voilà, l'histoire de l'informatique, c'est je vais, je viens, j'oscille entre ces mondes-là où je spécifie. Mais une spécification, c'est long à mettre en place. Et de toute façon, elle sera jamais 100% portable. Vous aurez toujours besoin d'un truc que la spec ne fait pas. Ou vous vous accoquinez avec un dictateur qui s'appelait avant IBM, qui s'appelait hier Spring, et qui s'appelle demain GCP, Azure ou AWS. D'accord. Bon, je pense que le message est clair sur la dictature. Bon, je te demanderai pas vers qui il faut aller aujourd'hui, parce qu'il y aurait peut-être un biais. Non, parce que comme je disais, je suis Microsoft depuis très très peu de temps, donc je crois que je suis encore au moment où je connais plus AWS qu'Azure, même si ça va basculer rapidement. Et ton conseil à toi aujourd'hui pour des entreprises qui voudraient vraiment aller vers des applications dans le cloud avec ces problématiques de coûts qu'on expliquait tout à l'heure,
ça serait quoi? Est-ce que là, aujourd'hui, il faut migrer nos applications pour qu'elles tournent sur du GraalVM avec du Quarkus ou du Micronaut? Ce serait quoi les use cases qui adressent le mieux ce cas? Enfin, ce serait quoi les points d'attention pour les gens qui commencent à être sensibles? Alors déjà, l'informatique, hein, vous savez comme moi, et moi le premier, on est un peu des fashion victimes, donc on aime bien les derniers frameworks alpha à la mode. Il n'y a pas que le monde JS qui aime les derniers trucs à la mode qui disparaîtront dans 2 mois, enfin même si JS ça disparaît en 2 semaines, mais donc on est un peu fashion victime aussi, hein. On aime bien les trucs tendance un peu. Il faut quand même se raisonner soi-même, faire un travail sur vous-même. Enfin voilà, aller voir un psy, hein. Il y a des moments il faut aller voir des psys. S'allonger et se dire mais pourquoi je suis toujours en quête du dernier truc à la mode. Donc pour se réfréner un petit peu, moi il y a une phrase que j'ai entendue il y a plus de 10 ans sur la performance, parce que la performance aussi, hein, c'est un métier complexe et qui bouge beaucoup. C'est measure, don't guess. Et ça je pense qu'il faut l'appliquer tout le temps. Mesurer. Mesurer, ça sert à rien de se dire tiens, si je vais sur le cloud, ça sera mieux. Mesurer, qu'est-ce qui vous enquiquine aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vite. Alors déjà, est-ce que vous avez besoin d'aller vite? Donc mesurer ce qui fait mal pour différentes choses, hein, parce que déjà si vous guérissez votre bobo, bah déjà vous pouvez dire j'ai guéri un bobo, mais uniquement si vous l'avez mesuré avant. Donc vous pouvez dire, regardez, avant ça coûtait 12, maintenant ça coûte 7. Là, je pense que ça parle à tout le monde. Dire, tu me donnes un budget de 5 millions de dollars, je prends mon monolithe et pendant 3 ans, je le fais en microservice. À part dire qu'on a juste cramé 5 millions de dollars, on n'a pas dit ce qui nous enquiquinait. Et d'ici 3 ans, quand on sera sorti de notre tunnel, on ne pourra pas dire on l'a résolu. Donc moi je dirais aux développeurs mesurer. En plus on est des scientifiques, donc la donnée ça nous parle. On a besoin de data, on a besoin de données pour savoir ce qui se passe. C'est vrai que quand on fait de la performance, on a des courbes qui montent et qui descendent, ça parle tout de suite. Il y a des choses qui sont un peu plus subtiles. Si votre équipe est mise en prod 4 fois par an, je sais pas, enfin est-ce que quantifier la douleur de 4 mises en prod par an. Bah, c'est pas facile de quantifier ça. Si vous arrivez à donner de la donnée, elle est belle cette phrase. Si vous arrivez à quantifier que 4 mises en prod par an, ça vous coûte tant, alors déjà l'exercice va être chaud patate. Mais si vous arrivez à le faire, vous gardez votre formule de côté, vous bossez pour mettre en prod une fois par mois, vous appliquez votre formule, et là vous dites « j'ai gagné 12 ». C'est pas mal. Et si vous extrapolez, vous dites « tu sais que si, au lieu de faire une mise en prod par mois, on en faisait une par semaine, en extrapolant, on gagnerait 48 ». Là, c'est pas mal. Et une fois par jour, tu vois, enfin, c'est plus ça. Et donc, tout est comme ça, parce que passer de 4 mises en prod par an à une par jour, vous imaginez le nombre de millions de dollars que vous avez mis sur votre CI/CD? Bon, bah, il va falloir que vous les retrouviez, ce million de dollars. Donc, j'ai pas trop de conseils à donner aux gens, à part vous mesurez absolument tout. Vous vous bardez de data. Déjà, avoir de la donnée, c'est compliqué et ça va vous coûter cher, plutôt que d'avoir vos logs et vous savez pas ce que... Eh ben, vous mettez un élastique, vous mettez du Kibana, vous commencez à faire des boards, les logs. Punaise, en fait, on a 57 exceptions par jour, quoi. Tu vois? Ça coûte cher, 57 exceptions. Enfin, moi, je sais pas dire. Si, ça coûte 38. Ah, d'accord. Donc, on est en train de dire qu'une exception, ça coûte 0,72. Voilà. Si on arrive à faire des choses comme ça, alors, déjà, en tant qu'être humain, c'est pas mal parce que vous réveillez le matin et vous avez un objectif réel, plutôt que celui uniquement de se faire plaisir sur je vais prendre le monolithe et je vais le péter en microservice. Attention, j'adore me faire plaisir, mais je vais voir un psy. Donc,
Mesurer. Et déjà, mesurer, c'est c'est compliqué. Faites des POC, extrapolez, voyez les gains et arrivez avec de la donnée. De la vraie, et dire ça coûte tant, et si on fait ça coûtera moins. On va diviser par 4, on va multiplier par 6, enfin voilà, des trucs tangibles, parce que aujourd'hui, moi, de toute façon, la plupart de mes clients, ils en sont encore à l'étape CI/CD, c'est-à-dire comment je passe de 4 mises en prod par an à 1 par jour. Enfin, vous imaginez un peu le paradigme de malade. Et puis là, en plus, voilà, nous, on pourra mesurer des trucs genre, on a mis X en prod, on a X traité des tickets, machin truc, mais le coût humain, vos ops, il va falloir les former, etc., etc. Donc voilà, vous imaginez bien que venir avec de la donnée, venir avec un chemin de passage d'un point A à un point B en accompagnant et les équipes, et les process, et le code, etc., etc., c'est un boulot de malade mental. Mais lorsque vous y arrivez, vous pouvez dire, écoutez, pour 1,2 million, on met en place du CI/CD, on aura formé nos ops, ça va nous coûter tant, mais au bout de 2 ans, on aura divisé par X, et on retombe sur nos pieds dans 17 mois, 3 quarts, et ensuite on pourra aller plus loin, plus vite, etc., etc. Et, du coup, si tu as de la compétence en interne sur la partie solution cloud, donc AWS, Azure, JCP, et de la connaissance sur la partie orchestrateur avec Kubernetes, si là aujourd'hui tes équipes de dev partent sur du Quarkus, au-delà des perfs, au-delà de cette possibilité d'élasticité que tu as une fois que ça run, sur la productivité, c'est un outil qui va aider à aller vers du continuous delivery, Quarkus. Oui, bien sûr. Alors déjà, Quarkus, c'est du continuous testing, ça c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les autres langages et les autres plateformes faisaient. Je pense à Node, qui maintenant sont faits avec Quarkus, donc ça c'est super. Vous tapez du code et le truc il se teste tout seul, c'est super optimisé. Enfin c'est... Après, voilà, ça crée des binaires petits, machin, qui démarrent vite. On peut et développer et tester en même temps. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est des paradigmes nouveaux que Spring a pas, que Java a pas. Mais on en revient à mesurer. Alors, il faut le mesurer. Oui, Quarkus, ça va plus vite, ça fait du machin, du bidule. Mais si toute ton équipe de dev fait du Spring depuis 15 ans, punaise! Tu vois, il va falloir les former, il va falloir, ça va coûter cher. C'est-à-dire que il faut que tu arrives à calculer un peu au doigt mouillé, mais pas trop, que ton équipe va retrouver sa vélocité dans 3 mois et 2 semaines. Au TJM de tout le monde, ça va te coûter 380 000 euros. Enfin voilà, je pense que c'est super important de mettre toujours des chiffres. Moi, je suis content de bosser avec Quarkus, mais je dis pas à mes clients passez sur Quarkus. Je leur dis mais vous faites quoi ? C'est quoi votre histoire ? Vous venez d'où ? Et si on me dit nous on fait du Node, je vais pas leur dire passez sur Quarkus où on a une grosse expertise Spring. Je vais pas leur dire passez sur Quarkus. Ou sinon, je pourrais leur dire passez sur Quarkus, ça va vous coûter tant et ça vous rapportera tant à partir de. Mais pour avoir essayé Quarkus, parce que tu parles de continuous testing et tout ça, moi perso, pour le vendre, juste je dis tu fais un Quarkus dev et c'est fini, t'as plus besoin de lancer ton truc. C'est moi pour le vendre, je fais ça quoi. Tu fais du code, tu vois que ça marche direct, enfin tu peux tester directement le continuous testing et tout ça, c'est trop bien. Ouais. Après, je suis d'accord que si quelqu'un fait du Spring depuis 15 ans, tu vas pas lui dire fais Quarkus, c'est mieux, tu vois. Je suis pas avec mon peu d'expérience, qu'on en a déjà parlé, je suis jeune sur le marché, je vais pas dire toi tu sais faire un truc, je te dis que ça c'est mieux. Oui. Là-dessus je suis d'accord, bien mais sûr. Pour le coup, je pense que juste s'intéresser à Quarkus, ça peut être pas mal pour les gens, parce que oui. Ça met en place des trucs qui sont vraiment pas mal. Ouais. Vraiment, si vous êtes développeuse ou développeur Java, il y a 2 choses à faire. Donc achetez mes livres. Ça c'est... Et faites du Quarkus pour
le soir à la maison, même ou le week-end à la cool, mais faites du Quarkus parce que si vous venez de Java EE ou de Spring, vous allez voir un peu des paradigmes, certains paradigmes qui sont en train de changer. Moi, j'ai commencé Java EE pour tester une appli, hein. Il fallait que je compile mon code, que je le package dans un WAR, que je le déploie dans un Webflow et que je fasse tourner mes tests. Voilà. Si vous venez de ce monde-là, ou même avec Spring, hein, Spring, les tests c'est long, le démarrage c'est long, enfin Spring, voilà, hein, Spring c'est 2004. Donc essayez un peu Quarkus pour goûter un petit peu à ce qui se passe dans le monde Java. Dire que ça sera les paradigmes de demain, j'ai pas de boule de cristal, mais quand on voit Spring Native, bon, a priori, c'est quand même des paradigmes de demain. Je peux me tromper, mais voilà. Donc, si vous n'êtes pas là-dedans, numéro 1, achetez mes livres. Ça, je crois qu'on est clair. Et numéro 2, faites un peu de Quarkus pour voir un peu ce qui se passe. Loupez pas le coche. Donc, bon, on en revient toujours à de la curiosité, à mesurer les choses pour savoir où on veut aller. Et je pense que ça conclut bien notre discussion pour Java dans le cloud. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Silvio, Antonio. Bah, à part que Silvio a perdu ses potes, je pense que oui. Je pense que j'en ai d'autres qui ne sont pas dans l'informatique, ça va. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés tout au long de ce podcast. Merci à toi, Antonio, de nous avoir éclairé un petit peu sur tout cet écosystème. Merci à vous de m'avoir reçu dans votre podcast. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler de ce qui me plaît, de ce qui me fait encore vibrer. À d'autres. Et merci à toi, Silvio, d'avoir sacrifié ton réseau amical pour notre podcast. Ouais, c'est pas grave, hein, mais j'en retrouverai d'autres. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en Java. Merci encore. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.